C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve encore sur ce plateau du Grand Rendez-vous. Mesdames, Messieurs, merci d'être toujours fidèles à notre émission. Le sommaire, c'est après ceci. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Que vous soyez à Natitengu, à Tchaourou, à Bembereke, à Niki, pour ceux qui étaient à la Gani, eh bien, sachez tout simplement que vous êtes sur la chaîne Bénin Business 24 et l'émission, c'est bien sûr le grand rendez-vous. 4 plateaux ce soir, nature et bien-être, journée mondiale du diabète, on en parle. Et avec le docteur François Drolo, il est endocrinologue, diabétologue. Il est possible de vivre mieux avec le mal, paraît-il. Eh bien, de toutes les façons, nous le saurons avec Yasmine Damanta tout à l'heure dans la rubrique Santé. Le monde agricole s'intéresse ce soir à la filière ananas. Il y a bien longtemps qu'on en a parlé sur ce grand rendez-vous. Ce soir, nous vous revenons avec des résultats des recherches sur l'ananas. Comment valoriser davantage sa production et aussi sa transformation? Docteur Nicodème Oteni Fassinou nous en parle dans quelques instants. Eh bien, Horizon Culture, ce soir, nous amène dans le monde de la musique. Tenez-vous tranquille. Ce n'est pas pour danser, mais plutôt pour parler de la conservation d'identité et des défis qui s'imposent sur le marché international. Ce sera bien sûr avec Jennifer Sativi. Le séminaire de formation CEFOR organisé par le Conseil international des radios et télévisions d'expression française, CITEF, est en cours au Bénin depuis le 11 novembre dernier. Il prend fin ce jour et il est quand même important de revenir un peu sur les activités qui ont meublé justement ce séminaire. Pour ce fait, nous avons ce soir sur ce plateau Guillaume Custer. Il est consultant et formateur média. Eh bien, le journal sera également au rendez-vous à 19h45 avec la rédaction. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. On installe le tout premier plateau du monde du grand rendez-vous ce soir, l'Espère. Démarré depuis lundi dernier, le CEFOR a réuni plusieurs hommes et femmes des médias venus de plusieurs pays. Eh bien, des savoirs ont été transmis et de nouvelles aptitudes acquises. CEFOR au Bénin, quelle opportunité pour les professionnels des médias? On en parle. Et pour vous, j'ai sur ce plateau Guillaume Custer. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie, et vous? Ça va très bien, le séjour? J'ai été ébloui par le Bénin, une hospitalité hors pair. C'est ma première expérience en Afrique subsaharienne. J'étais au Maghreb déjà, mais c'est la première fois que je passe le désert. Et je dois dire que vous avez la chance d'avoir un pays très chaleureux qui sait accueillir. Merci beaucoup. Donc, on retient que vous partez satisfait. Absolument, absolument. Plein de curiosité aussi pour voir le potentiel de l'Afrique de l'Ouest et du Bénin en particulier. Alors, ce soir, on parle du CEFOR, oui. Un séminaire organisé par le CITEF pour quand même outiller davantage les professionnels des médias de l'Afrique de l'Ouest. Et déjà, je veux savoir si nous pouvons faire un petit bilan des activités qui ont meublé justement ce séminaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une rencontre de gens de télévision et de radio, de services publics, qui s'expriment en français. Donc, ça réunit des pays qui viennent pas uniquement d'Afrique de l'Ouest, aussi d'Europe, du Canada, de Madagascar, même du Vietnam. Leur point commun, c'est la langue française et d'être des télévisions de services publics. Et on se réunit régulièrement pour parler des problèmes, des opportunités, des choses bien qu'on a faites, des choses qu'on n'a pas vraiment réussies, et ensemble de voir comment on peut améliorer notre mission, qui est celle d'informer les populations dans les pays dans lesquels nous sommes.
Alors, avant de poser plus de questions par rapport au contenu même, comment est-ce que vous appréciez la participation déjà des professionnels des médias à ce séminaire? Alors c'est un moment très intéressant 2019 parce qu'on est à l'aube d'une révolution particulièrement en Afrique et l'essentiel des membres du CIRTEF sont des pays africains, d'Afrique de l'Ouest essentiellement et c'est vrai qu'on a la capacité de voir arriver maintenant de grands changements alors que la télévision et la radio ça n'a pas beaucoup changé ces 30 dernières années. Donc la participation était assidue justement parce que ces enjeux-là sont forts. D'accord. Alors, vous avez travaillé sur une thématique produit de l'information pour les réseaux sociaux avec son smartphone, c'est bien ça? Oui, c'est un des volets qui est une piste de réflexion pour améliorer la mission de service public d'information vers de nouvelles plateformes. Aujourd'hui, dans un pays comme le Bénin, par exemple, il y a à peu près un 1/5 de la population qui a déjà un smartphone, qui a accès à la 4G, mais la 4G coûte encore très cher. Donc les gens ne vont pas regarder des vidéos sur leur téléphone, ils vont attendre d'avoir du Wi-Fi pour faire ça, mais bientôt, ça va arriver. Comme c'est arrivé en Europe du Nord où j'habite, en Finlande, comme c'est arrivé en France, en Allemagne ou en Espagne, on va avoir une offre qui va exploser en Afrique et savoir maîtriser cet outil qui est le smartphone pour pouvoir proposer des contenus, raconter des histoires intéressantes pour les populations locales, pour qu'ils les visionnent sur leur smartphone, c'est aujourd'hui un enjeu qui est très important. Mais est-ce que justement cette stratégie, cette nouvelle méthode est adaptée aux réalités du pays, de notre cher pays, le Bénin par exemple? On peut se poser la question, parce qu'on se dit finalement on n'a pas autant de téléphones et l'Internet ça coûte très cher chez nous par rapport à chez vous en Europe. Ce n'est pas les Européens qui viennent expliquer aux Africains ce qu'il faut faire. Nous, on a fait beaucoup d'erreurs. Quand le smartphone est arrivé et on n'a pas su transformer notre offre de télévision et de radio assez rapidement. Et ça nous a coûté l'apparition de plein de concurrents, de gens qui ne sont pas forcément des professionnels de l'audiovisuel, mais aujourd'hui, vous avez un smartphone, vous pouvez créer, ou les gens qui nous regardent, qui ont un smartphone, peuvent créer des contenus qui peuvent atteindre tout le monde grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Donc on pourrait se dire, oui, mais aujourd'hui, nous, on n'a pas autant d'Internet qu'ailleurs dans le monde en Afrique. Vous êtes en Afrique de l'Ouest, le point du monde où les gens acquièrent le plus vite des smartphones. La progression est fulgurante, ça va très très vite. Aujourd'hui, c'est 20%. En attendant d'avoir quand même la connexion stable, parce que quoi qu'on dise, nous avons la connexion, mais elle n'est pas encore assez stable. Donc en attendant, on peut toujours commencer par explorer. Voilà, absolument. Explorer et anticiper. Je vous ai dit qu'on a fait des erreurs. L'Afrique a cette chance de pouvoir éviter les erreurs qui ont été faites ailleurs dans le monde parce que vous allez pouvoir tout de suite prendre les bonnes recettes, les transformer avec votre culture, avec les réalités de vos pays pour raconter des histoires qui sont concernantes, qui vont toucher les Béninois et les gens dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est vraiment pour moi... C'est une opportunité. Absolument. Oui, en dehors de cette opportunité-là que nous devons saisir, quelles sont les opportunités que les professionnels des médias eux-mêmes doivent saisir au cours de ce séminaire? C'est de comprendre que la télévision n'est pas éternelle. Ça, c'est une des erreurs qu'on a faites. Si on pense aujourd'hui, la télévision, c'est un média extrêmement puissant, mais qui est encore relativement jeune, et particulièrement en Afrique. Donc, tout marche très bien. Tout le monde a un poste de télévision, a accès à un poste de télévision, donc on pense qu'on va durer dans le temps pendant très longtemps et qu'on est imbattable et qu'on sera les rois pendant très longtemps. Les gens de télévision pensaient comme ça. Sauf que le smartphone va changer la balance. Et savoir anticiper ça, ça va être prouver qu'on peut raconter de bonnes histoires et aussi tourner par exemple avec des smartphones, donc compenser aussi le manque de moyens qu'on peut avoir parfois dans certaines chaînes, en allant vraiment voir les gens, voir comment ils vivent, voir quels sont les problèmes, comment les régler. Et ça, c'est ce que le numérique va permettre de faire avec l'arrivée de l'Internet. D'accord, mais l'autre chose est de savoir pourquoi attendre au séminaire. Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, introduire cette pratique, mais cette stratégie-là déjà dans les écoles, les universités qui donnent des formations sur le journalisme, par exemple? Le problème, c'est que ça va tellement vite qu'elles ne sont peut-être pas encore au point, ces formations. C'est que l'avantage d'une grande rencontre internationale comme le CEFOR, moi je participe encore à d'autres rencontres internationales, par exemple en Europe, c'est que des acteurs qui sont différents, mais qui partagent les mêmes problèmes, se rencontrent et échangent. Ils sortent de leur réalité quotidienne, ils sortent de leur petit train-train et puis de leurs problèmes qui sont un peu devant le nez comme ça et voient plus loin parce qu'ils peuvent aussi partager avec d'autres pays, avec d'autres chaînes, avec d'autres producteurs de contenu et se dire « Ah oui, là je te rejoins parce que moi aussi j'ai vécu ça, mais regarde chez moi ça c'est mieux que chez toi, est-ce que tu peux t'en inspirer ?» Et ça c'est un moment
qui est précieux. Partage. Absolument, parce qu'on s'isole dans le temps, Oui. on est sorti de sa réalité. Vous savez comment c'est quand on va travailler, des fois il y a des choses qui font qu'on est comme ça un peu sur des rails, et là on s'ouvre, c'est la rencontre, c'est le partage, c'est aussi le partage des problèmes et le partage des solutions. Alors, l'autre chose qui m'inquiète un peu, le thème de cette édition Oui. du CEFOR, c'est bien sûr comment penser la production de l'information pour les radios et télévisions publiques à l'ère de l'Internet. Oui. Mais est-ce que le fait de se focaliser sur l'Internet ne voudra pas dire que plus tard, que ce soit les médias, là je vais parler de la télévision, de la radio, ils ne vont pas perdre leur pouvoir? Si, mais c'est déjà arrivé ailleurs dans le monde. Par exemple, en Finlande, chez moi, la télévision est devenue minoritaire en tant que média. Partout dans le monde, c'est le premier média. En Finlande, c'est devenu minoritaire. Pourquoi ? Parce qu'en Finlande, il y a une très bonne infrastructure Internet, que la 4G coûte pas cher du tout, que les téléphones coûtent pas cher du tout par rapport au niveau de vie là-bas. Et que donc, quand on donne beaucoup d'offres aux consommateurs, aux citoyens, il va voir ailleurs. Et il va consommer moins de télévision. Donc, c'est-à-dire que la télévision, en tant que diffuseur, le fait d'avoir une grille des programmes avec des émissions qui se suivent, ça aura tendance à disparaître. Par exemple, en Suède, il n'y a plus de journal télévisé le soir à 20h. C'est une émission d'analyse de ce qui s'est passé parce que l'information, les gens l'ont eu tout au long de la journée sur leur smartphone. On continue. Absolument. Donc c'est vraiment une opportunité pour pouvoir réfléchir, anticiper et comprendre que le média, même s'il nous semble indestructible pour lequel on travaille, dans votre cas par exemple, la télévision n'est pas éternelle. Ça ne veut pas dire que le journalisme va disparaître. Au contraire, c'est qu'il y a une vraie raison de rester journaliste et d'aller faire de l'information de qualité vérifiée au service du citoyen sur Internet, parce qu'il y a plein d'autres acteurs qui, eux, on a beaucoup parlé des fake news, qui vont aller raconter n'importe quoi dans leur intérêt financier ou politique. Donc c'est, à mon avis, une nouvelle ère qui commence pour le journalisme. Il faut simplement prendre le temps de prendre un peu de recul et de réfléchir à ce qu'on veut faire pour pouvoir traiter l'information à destination, non pas, vous savez, on disait le petit écran pour la télévision, mais maintenant le petit écran, c'est le smartphone que vous avez dans la poche. Alors, c'est vrai, j'ai parlé tout à l'heure de votre spécialité au cours de cette formation. Utiliser le smartphone pour quand même servir l'information sur Internet. Nous qui n'avons pas eu peut-être ce plaisir ou cette occasion de suivre ce séminaire, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur comment est-ce qu'on peut se servir de son smartphone rapidement pour quand même envoyer l'information en temps réel? Alors, on prend 3 jours pour le faire. Là, ça va être difficile de le faire en 3 minutes, mais en fait, il y a 2 axes. C'est vraiment apprendre à filmer. Ouais. Qu'on ait une caméra de télévision, de cinéma ou un smartphone, on filme de la même manière. Les grandes règles restent les mêmes. Ouais. C'est apprendre à monter pour pouvoir synthétiser. Et ça, les gens qui produisent aujourd'hui des contenus savent déjà le faire. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils changent d'outil. Les gens que j'ai eus du continent africain en formation cette semaine, ils sont très forts déjà. Ils ont du talent pour raconter des histoires. C'est simplement qu'ils utilisent un outil qui va leur permettre de raconter des histoires où qu'ils soient, n'importe quand, parce qu'ils ont tout le temps une caméra dans la poche. Il ne faut pas qu'ils demandent à leur chef technique s'ils peuvent prendre la caméra pendant 1 heure ou 2. Ils ont tout le temps une caméra sur eux. Donc c'est ça, c'est apprendre à filmer, monter, transmettre, mais surtout, raconter de bonnes histoires vraies qui intéressent la population. Alors l'autre chose, est-ce qu'il s'agit de tous les smartphones ou bien il y a une gamme spécifique de smartphones à utiliser? Alors, c'est une question particulièrement en Afrique où il y a des marques qu'on n'a pas en Europe, qui sont des marques d'entrée de gamme pour faire vraiment pas cher. Moi, je pense qu'il vaut mieux, quand on veut faire de l'image avec un smartphone, imaginons que vous êtes fan de danse et que vous voulez faire un clip musical, on va faire ça. Il vaut mieux acheter un téléphone d'occasion qui a 2 ans et qui était haut de gamme il y a 2 ans et qui a beaucoup baissé en prix, plutôt qu'un téléphone neuf d'entrée de gamme. Parce que le téléphone il y a 2 ans haut de gamme, on sait que ça marche. On sait que c'est une bonne qualité, alors que le téléphone d'entrée de gamme, il a fallu faire plein de compromis pour que ce soit pas cher, et c'est pas super. Alors, merci beaucoup à vous, Guillaume Couster, c'est bien ça. Je rappelle que vous êtes consultant et formateur de médias. Et merci pour ce moment passé avec nous sur BB24. On vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Vous venez de quel pays déjà? De Finlande. Je suis français, mais j'habite en Finlande. Ok, donc bien de choses à tous les Français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour qu'on installe le prochain plateau. C'est bien sûr Monde agricole.
Eh bien, Monde agricole ce soir s'intéresse aux recherches sur l'ananas au Bénin, atout pour saisir ou bien atout à saisir par les producteurs. C'est bien cela. La nouvelle structuration de la filière ananas permet quand même d'augmenter de jour en jour le niveau de la production. Un espoir pour les acteurs. Mais comment y arriver? On va en parler tout à l'heure après ce reportage ou ce extrait de documentaire réalisé par Amel. En 2012, le Bénin a produit environ 250 000 tonnes d'ananas. Avec l'aide des partenaires techniques et financiers, beaucoup de producteurs d'ananas sont devenus des transformateurs dans le but de profiter au maximum de leurs activités. Ainsi, ils ont consommé en 2012 15% de la production nationale en ananas dans la transformation. Face aux contraintes liées aux normes du marché agroalimentaire international qui amènent les producteurs à vendre à bas prix le reste de leur récolte sur le marché local, la création du centre de séchage des fruits tropicaux est perçue comme une solution salvatrice. Nous sommes en train de valoriser les fruits et légumes. Les ananas, par exemple, qui pourrissent au Bénin, nous avons commencé par les sauver et aider les producteurs à développer leur parcelle de culture. En 2008, le séchage d'ananas a consommé 8% de la production nationale. Selon le rapport 2008 de l'analyse de la rentabilité économique des chaînes de valeur ajoutée de l'ananas au Bénin sur les destinations de l'offre nationale en ananas, l'ananas séché vient en 4e position après le jus en termes du flux de distribution de la production nationale. Et voilà donc l'ananas, on en parle sur ce plateau du Monde agricole ce soir. Bonsoir docteur Nicodème Fassinou Khoteni. Bonsoir madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et les ananas? Ça va. Alors ce soir nous parlons de la filière ananas. Je voudrais quand même qu'on puisse faire un petit résumé sur cette filière-là. À quelle étape sommes-nous aujourd'hui? Actuellement, lorsque nous prenons la filière ananas, d'abord, je tiens à rappeler que l'ananas est une spéculation très importante et déjà au niveau du PAG, l'ananas est considéré comme une culture stratégique. Okay? Donc lorsque nous prenons déjà l'ananas, il y a la contribution au PIB national qui est de 1,28%. Et lorsque nous prenons l'agriculture maintenant, l'ananas vient en 3e position, okay? Après le coton et le cajou. Okay? Donc lorsque nous intégrons maintenant la filière, et cette filière qui renferme plusieurs chaînes de valeur, c'est-à-dire nous avons plusieurs produits dérivés de l'ananas. Il y a actuellement beaucoup d'acteurs qui sont dans cette spéculation. Nous avons par exemple la FENACOPAB. Okay. On va pas citer donc, voilà, le nom d'institution, on va parler sans pour autant citer des noms. Ok, d'accord, voilà. D'accord. Donc nous avons quand même un certain nombre de structures qui sont assez dynamiques dans cette production d'ananas, ce qui fait que quand même, il y a eu des changements assez considérables. Okay? Et actuellement, le niveau de production tourne autour de 300 000 tonnes. Par an? Oui, et lorsque on voit au niveau du PAG, l'État, l'année prochaine déjà, vise les 600 000 tonnes. Donc, vous voyez que le défi est assez grand. Et par rapport à ça, il faut quand même voir les techniques à utiliser pour pouvoir optimiser la production au niveau de cette circulation. Justement, vous êtes sur ce plateau en qualité de docteur en physiologie de la plante. Et j'aimerais que vous nous dites les défis, ou bien que vous nous parlez des défis actuels à relever, surtout au niveau de la production en tenant compte des nouvelles recherches. Alors, lorsque nous prenons la production de l'ananas, actuellement, je viens de dire que on veut passer de 300 000 tonnes à 600 000 tonnes et quand on voit le temps, nous n'avons plus assez de temps. Donc, il faut maintenant mettre en place un certain nombre de pratiques agronomiques pour pouvoir quand même atteindre ce niveau.
Et actuellement, le rendement tourne autour de 47, 48 tonnes à l'hectare. Okay? Et à travers la recherche, nous avons pu développer des pratiques agronomiques qui permettent aux producteurs d'aller jusqu'à 80 tonnes à l'hectare. Je pense que on peut détailler ça. Donc, lorsque nous prenons, par exemple, les rejets, d'abord, les variétés, nous avons des atouts, c'est-à-dire lorsque je prends la spéculation, oui. Nous avons plusieurs variétés qui sont cultivées chez nous. On a au total 5. Oui. Okay. Nous avons le pain de sucre, nous avons la Cayenne lisse, okay. Mais nous avons aussi la Cayenne baronne. Nous avons les variétés Spanish, qui sont des variétés qui se colorent naturellement. On a ça sur le marché béninois? Pas encore. Pas encore. Donc actuellement, nous sommes en train de multiplier le matériel de plantation pour l'avoir en grande quantité. Okay. Et j'ai une collègue qui a travaillé là-dessus, Dr Adjé, elle a travaillé là-dessus, sur toute cette variété, sur la caractérisation. Donc, quand je prends ces variétés Spanish, ce n'est pas la peine d'appliquer de l'étéfon. Okay? Donc, naturellement, le fruit se colore et ces fruits sont vraiment compétitifs pour le marché européen. Européen, mais béninois aussi. Hein? Béninois aussi, ouais. Béninois aussi, ouais. Parce qu'il y a au niveau de ces variétés cultivées, il y a quand même l'arôme qui est intéressant. Okay? Et quand on prend l'arôme, surtout chez ceux qui transforment l'ananas, ils apprécient beaucoup ça. Okay. Parce que celui qui veut boire le jus d'abord, il sent, après il boit. Donc l'arôme est très important. D'accord. Alors, vous avez parlé des variétés, mais il y a eu de nouvelles variétés. C'est justement ça le résultat des recherches. Vous allez nous parler des nouvelles variétés, surtout d'ananas, qu'on peut produire au Bénin, qui sont profitables aux producteurs. Alors, par rapport à ça, nous avons mené une étude, Dr Adjé a mené l'étude, c'est-à-dire pour voir au Bénin quelles sont les variétés cultivées. Et donc, c'est là que nous avons obtenu ces 5 variétés cultivées. Okay. Mais les plus cultivées, au fait, sont le Sugarloaf, le pain de sucre et aussi la Cayenne lisse. Okay. Et le choix d'une variété à cultiver, au fait, dépend du marché. Ça dépend du marché. Le marché est important. Et lorsque nous prenons le marché, au fait, c'est 3 paramètres. Oui. Donc, nous avons la quantité, nous avons la qualité et nous avons la fréquence. C'est-à-dire, par exemple... La demande. La demande. Voilà. C'est-à-dire, je me présente, je dis, je veux chaque 2 semaines, disons, 1 tonne d'ananas. Okay? Et la qualité est spécifiée. Vous voyez? Donc, en tenant compte de ça, nous avons sur le marché actuellement 2 variétés qui sont vraiment cultivées. Et il y a une variété qui a un fort potentiel. Okay? C'est la variété Sugarloaf, pain de sucre, qui déjà, quand vous prenez le fruit, c'est vert. Notre bon pain de sucre, hein? Oui, le pain de sucre est vert. C'est un trésor pour le Bénin. Oui, c'est un trésor pour le Bénin. Ça, je peux le dire. Oui. Okay, c'est un trésor pour le Bénin parce que déjà, le fruit est vert et c'est mûr à l'intérieur et c'est très sucré. C'est ça. Avec le degré brice qui peut être à 16 degrés. Donc, ouais, donc c'est... Voilà, vous avez parlé des différentes variétés cultivaces d'ananas qu'on peut retrouver désormais au Bénin, mais dans quelle région ou bien sur quel site justement de production est-ce que ces ananas-là sont déjà développés ou bien doivent être cultivés? Alors, lorsque nous prenons l'ananas, la culture, il y a 3 paramètres importants. Okay? Nous avons la température, qui doit être entre 15 degrés et 35 degrés Celsius. Nous avons la pluviométrie, qui doit se situer entre 1000 mm et 1500 en moyenne. Et nous avons le sol, le pH, donc acide à neutre. Lorsque je suis dans une zone et que ces 3 conditions sont remplies, je peux déjà commencer la production de l'ananas. Si on prend le Bénin, par exemple, la cartographie du Bénin, de quelle zone est-ce que nous sommes en train de parler? Alors, déjà dans l'Atlantique, déjà dans la commune de Zé, Abomey-Calavi, Zé, Alada, Tori, Tofor, là vous avez du bon ananas, okay? Parce que ces 3 conditions sont remplies et en plus l'ensoleillement, et là vous avez des fruits de bonne qualité. D'accord. Et en dehors d'Abomey-Calavi? En dehors d'Abomey-Calavi, c'est possible d'étendre la production, okay? Mais tout va dépendre des itinéraires techniques parce que le cycle peut devenir plus long. Voilà. Parce que vous vous imaginez, lorsque je mets en terre aujourd'hui les rejets, je dois attendre 15 à 18 mois avant d'avoir un seul fruit. Ouais, donc, lorsque je ne maîtrise pas les pratiques agronomiques, je peux attendre plus longtemps. Et il n'y a pas de risques liés au changement climatique par rapport à ces productions? Alors, les risques liés au changement climatique, là, je vais rentrer un peu dans la physiologie, parce que l'ananas est une plante calme, donc à travers la photosynthèse. Et là, les stomates s'ouvrent la nuit, donc en fait, ça réduit les pertes, la perte d'eau. Donc, une fois que les stomates s'ouvrent la nuit, là, la plante va prendre le CO2. Donc, c'est une plante quand même
qui va résister au changement climatique, comparé aux plantes C4 et aux plantes C3. Mais vous savez, sur le plateau de Bénin Business 24, notre priorité, c'est quand même le développement de nos chers amis téléspectateurs. Je vais vous demander quel est l'avantage ou bien comment est-ce que les producteurs peuvent profiter des résultats de vos recherches. Alors, merci beaucoup, madame la journaliste. Lorsque je vais partir des rejets jusqu'à la récolte et essayer de résumer un peu ce que nous avons fait, et c'est à peu près 10 ans d'études. Oui. Okay. Nous avons d'abord, au niveau des rejets, il faut trier les rejets. Okay. Et lorsque je prends la variété pain de sucre, donc là nous avons les rejets, leur masse doit se situer entre 325 et 550. Je vous arrête pas, mais nos chers amis téléspectateurs, tout le monde ne sait pas ce que vous appelez rejet. Ok, d'accord. Ok, je vais plonger dans la science de la vous êtes un scientifique, mais revenez sur le plateau. Oui, au fait, c'est que lorsque je prends l'ananas, lorsque vous prenez le fruit, vous avez en bas le pédoncule. Donc, entre le fruit et le pédoncule, il y a de petits plants qui se développent là. Donc, ça, ce sont les rejets au niveau du pain de sucre. D'accord. Alors, au niveau de la cayenne et aussi du pain de sucre, il y a d'autres rejets qui se développent à la base du plant. Okay, donc, c'est ça que les producteurs arrachent. D'accord. Donc, si vous arrachez de petits rejets, vous aurez de petits fruits. Ou bien, vous devez attendre plus longtemps. Donc, il faut choisir des rejets sains et vigoureux, c'est-à-dire, lorsque je prends ces rejets, il n'y a pas de cochenilles, des trucs un peu blancs qu'on voit sur les rejets en termes simples. Merci de nous donner l'explication. Donc, lorsque je prends ces rejets, au fait, les producteurs doivent calibrer, c'est-à-dire les rejets quand même qui ont la même taille. Il faut les prendre. Il y a des rejets un peu développés. Donc, la recherche a adopté l'intervalle 325-550. Il y a des producteurs qui pèsent. Il y a des producteurs qui, parce que quand vous pesez une fois déjà, vous pouvez déjà voir et trier rapidement. Donc, le tri est important avant la plantation. Et avec le tri, ça réduit l'hétérogénéité à la fin. Parce que si les rejets sont presque uniformes, vous voyez, à la fin, j'ai de fortes chances d'avoir des fruits uniformes si je conduis les cultures de façon adéquate. Donc, une fois que je plante ces rejets, il faut bien sûr les engrais. Il faut appliquer les engrais et il faut induire la floraison 11 mois, 12 mois après. Et l'induction de la floraison se fait avec le carbure de calcium. C'est un produit qu'on met dans l'eau et qui libère un composé. Donc, ce composé fait que la plante fleurit. Donc, une fois que la plante fleurit, déjà 5 mois après, vous pouvez passer récolter votre fruit. Ouais, donc, vous pouvez planifier la production. Vous pouvez dire que, voilà, je décide de récolter mon fruit l'année prochaine, ce mois, et lorsque vous conduisez bien la culture, vous pouvez aller au champ et prendre votre fruit. Alors, docteur Nicodème, pour avoir travaillé sur l'ananas pendant longtemps, dites à nos chers amis producteurs qui sont témoins avec moi, quelle variété d'ananas on peut réellement produire au Bénin pour tirer plus d'avantages, tout simplement? Alors, la réponse, en fait, ne sera pas si tranchée que ça. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, tout dépend du marché. Si j'ai un marché et je dois exporter mon ananas et qu'on demande, par exemple, la cayenne lisse, je produis la cayenne lisse. Mais actuellement, la tendance est plus vers le pain de sucre. Le pain de sucre. Et toujours est-il que la cayenne lisse et le pain de sucre, les deux variétés sont rentables. C'est clair, c'est rentable. Et avec nos pratiques agronomiques que nous avons développées, il y a eu des études sur la rentabilité qui ont été conduites par un collègue, professeur Péranvou. Donc là, vous avez quand même une marge de rentabilité assez élevée. Je pense quand même que vous avez dit beaucoup pour nos chers amis producteurs qui veulent encore avoir plus d'informations sur la filière ananas. Vous avez dit beaucoup et j'espère qu'ils vont en tirer profit, surtout de tous ces conseils qui ont été donnés sur l'ananas. J'aurais aimé qu'on parle de la transformation. Probablement qu'on va reporter ça pour un autre plateau. Vous faites la promesse devant les téléspectateurs? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais là, on va voir. Une promesse reste une promesse, peu importe les contours. Et voilà, merci beaucoup à vous, docteur Nicodème Fassinou-Roteni. Je rappelle que vous êtes docteur en physiologie de la plante. Merci beaucoup d'avoir parlé ananas avec nous. On se retrouve la prochaine fois pour continuer transformation. C'est bien ça? Merci, madame. Le grand rendez-vous se poursuit. Le troisième plateau s'installe. C'est bien sûr Horizon Culture.
Alors, Horizon Culture ce soir s'intéresse bien sûr à l'identité. Comment est-ce que nous allons arriver à maintenir nos identités sur le plan musical? Nous allons en parler tout à l'heure avec Jennifer Sativi et son invité après ce reportage. Le Bénin est riche de par sa diversité culturelle. Mais une interrogation persiste au niveau des musiciens et mélomanes béninois. Le pays peut-il s'imposer au monde entier à travers sa richesse musicale? Les Américains comprennent que leur musique sans la musique africaine n'existerait pas. Aucune musique au monde, même la musique classique, n'existerait pas sans l'apport des esclaves à cette musique-là. C'est ça qu'on oublie toujours, nous les Africains. On oublie qu'on a donné au monde la musique moderne d'aujourd'hui. C'est en quelque sorte la conclusion que tire Angélique Kidjo de son expérience avec l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg. Un projet qui lui a fait gagner son 3e Grammy. Le premier concert qu'on a fait, c'était en juin 2012 au Luxembourg. On a eu 5 standing ovations. Les gens étaient fous. Parce que la langue, nos langues avec l'orchestre classique, c'est un truc magique. Moi-même, on m'aurait dit que ça marcherait comme ça. Je dis à la personne, t'es fou. Parce que nos langues ne sont pas faciles à chanter déjà au départ. Mais avec le classique, ça porte la langue. C'est-à-dire que notre langue, elle flotte. Elle devient universelle. Tout d'un coup, tout le monde peut parler le fon, tout le monde peut parler le yoruba, tout le monde peut parler le goût. Et c'est absolument génial. Et pour faire flotter et rendre universelles nos langues à travers la musique, la star a fait référence à sa source, même sur le plan technique. Dans mon concert, on a des retours, on s'entend. Mais quand il s'agit du classique, on ne peut pas, parce que tous les instruments sont acoustiques. Donc ta voix doit être acoustique sans pour autant que tu te casses la voix. Donc j'ai appris, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait ce que je faisais au Bénin quand j'ai commencé à chanter à la maison, à pleine voix. C'est-à-dire que tu projettes ta voix. Ce talent-là, il est là, on est né avec. Dans les villages, on ne chante pas avec des micros. Donc je me suis mise dans ma tête, avec les 110 personnes, il faut que je fasse partie de l'orchestre. Et que ma voix soit un instrument à ce moment-là. Tout simplement. Eh bien, merci beaucoup à Assioum Gaba. Je suis sûre que vous reconnaissez cette voix, hein? Notre cher présentateur du Grand Rendez-vous. Sûrement, il va nous revenir d'ici à là. Merci également à vous, Jennifer Sativi. Vous êtes sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Marcel. Comment allez-vous? Ça va. Pourquoi vous étiez en train de me regarder quand je faisais... J'étais tellement surprise, là. J'ai dit, elle va se mettre à danser. Parce que j'aime trop la danse, c'est ça? C'est ça. Alors, musique béninoise face aux défis du marché international. On en parle tout de suite avec notre invité Giovanni D'Almeida. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes manager? Oui, disons, manager et consultant en stratégie marketing, marketing digital. Tout ça sur le plateau tout à l'heure. Oui. Tout à l'heure, tout de suite même. C'est ça. Jennifer Sativi. On va essayer. Le plateau est à vous. Voilà. Pour ma première question à notre invité, je vais directement dire le contenu, l'essentiel de notre liner. Okay. Selon vous, pour qu'une musique, pour un artiste béninois, est-ce que vous pensez qu'il ferait mieux de conserver son identité ou est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il tienne compte des défis, des exigences du marché international pour sortir ses œuvres? Ok, bon. Je commencerai par dire que ça dépend surtout des objectifs de l'artiste et ça dépend de ses influences musicales également. S'il doit forcer par rapport à la langue ou à des rythmes qu'il ne maîtrise pas, ça pourrait faire que sa musique ne passe pas, qu'on voit que ce n'est pas vraiment son identité. C'est surtout que la musique à laquelle il est exposé, c'est par ça son moyen d'expression, c'est par là qu'il devrait passer pour vendre sa musique. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas une influence qui joue? Parce que je suppose quelqu'un, par exemple, qui aime faire du pur traditionnel, du 100% Tchékoumé ou autre, est-ce que vous ne pensez pas qu'il sera tenté de dire « Moi, j'ai envie de vendre ma musique à l'international, donc je fais du classique, par exemple ». Bien sûr. Bon, je pense que mais est-ce que c'est encouragé?
C'est encouragé, ça dépend des objectifs de chacun. Vous voyez, le problème ici, c'est que ceux qui font les musiques dites traditionnelles ne mettent pas forcément en place des stratégies pour faire connaître leur musique dehors. Il y a des tourneurs au Bénin qui maîtrisent les festivals internationaux. C'est pas vraiment une musique qui est faite pour... C'est pas la musique la plus écoutée, c'est tout... La musique la plus écoutée, c'est la musique urbaine. Mais malgré tout, il y a des gens, des consommateurs, des gens qui aiment la musique du monde. Donc, ils sont réceptifs à ça et ils peuvent toucher ces marchés-là. Il y a des playlists Internet, il y a plein de plateformes d'expression. Donc, je pense que c'est surtout une question de moyens, de stratégie surtout. Ça n'a pas rapport avec la musique. La musique, comme elle est, elle peut toucher beaucoup de monde. On peut mettre, je ne sais pas, un groupe de Zenly par exemple, ils n'auront rien à changer, ils vont époustoufler des publics de blancs, peut-être en Suisse, au Canada, en France. C'est pas, en plus, les gens aiment, c'est des choses qui impressionnent à l'extérieur. D'accord, donc la solution n'est pas de changer de rythme ou pas, c'est de savoir vendre. C'est ce que je peux comprendre? Bon, je dirais dans une certaine mesure. Parce que bon, de base, les gens ne sont pas influencés par ce type de musique-là. Et ça veut pas, c'est pas sûr qu'ils soient forcément réceptifs à ça. Donc, à moins d'avoir le cadre et le contexte pour exprimer ça correctement. Si c'est à distribuer sur un format digital, c'est mieux de faire rentrer ça dans, je ne sais pas, dans des codes que les gens reconnaissent plus facilement. Qu'est-ce que vous appelez codes? Bon, je dis, ça dépend des usages répétés, les expressions, la façon de réagir un peu aux mêmes situations. Mais moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'au Bénin, on a d'identité en matière de musique? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Le choix est peut-être vaste. Par exemple? Bon, est-ce que je peux répondre à une question? Non, c'est moi qui pose la question, vous ne pas vous. Ok, bien sûr qu'on a une identité. Bien sûr qu'on a une identité. Déjà, de base, quand on parle français, on a un accent. Le béninois a sa façon de s'exprimer. Les gens savent ça. Après, on a la langue. Et Angélique Kidjo qui dit la musique transcende les barrières de la langue. On a plein de choses à mettre dans la musique. Un exemple d'identité au Bénin, Jennifer Sativi, vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Un exemple d'identité en matière de musique, bien sûr. Vous voulez que je donne des noms? Bon, peut-être de rythme. Peut-être de rythme. C'est beaucoup plus lié au rythme. Oui, bon. Donc, je pense que ça ne s'arrête pas forcément. L'identité ne va pas, on va pas... Ce n'est pas la personne qui porte l'identité, mais c'est ce que vous chantez, c'est le rythme que vous valorisez. Surtout, mais l'identité n'est pas forcément définie par le rythme celui qu'on utilise ou bien le rythme dans lequel on évolue en tant que musicien. Alors là, je pense que je ne comprends plus bien. Et l'identité, c'est quoi alors? Ok, bon, l'identité, d'après moi, c'est l'ensemble des codes par lesquels on pourrait reconnaître un pays, disons. Si on va se limiter, parce que ici, par exemple, il y a beaucoup de rythmes. Et si on va se limiter et dire que c'est forcément ça l'identité, exiger à ceux qui portent peut-être le pays à l'extérieur de forcément faire un truc, ils ne sont pas influencés par ces choses-là. Ils n'ont pas écouté ça depuis qu'ils sont petits. C'est vrai que il y en a certains, ils essayent. Par exemple, il y a des rythmes Agbadia, Zenly. Il y a certains même, c'est dans la façon de chanter. Il y a le tempo un peu, la façon, la gamme dans laquelle ils chantent ça. Et ça rappelle le Zenly. Il y a certains, ils mettent peut-être des tam-tams. Il y a certains sons urbains. Vous pourriez voir la flûte un peu du nord, tout ça. Ça dépend surtout. Mais quand on va parler de musique traditionnelle, c'est autre chose. Là, par exemple, on peut parler de rythme, mais l'identité ne se limite pas au rythme qu'on a ici au Bénin. Par exemple, on a des artistes qu'on identifie formellement en tant que béninois, mais c'est pas Angélique Kidjo même. C'est pas que Angélique Kidjo ne fait pas un rythme spécifique béninois, mais
elle a gardé l'identité quand même. Donc c'est forcément lié, c'est fortement lié plutôt à l'influence de la personne. Bien sûr. Mais on reconnaît cette personne en tant que béninois. Ça, oui, bien sûr. Ça, je parle de code. Forcément. Elle a parlé de langue tout à l'heure. Elle a parlé de langue tout à l'heure. Je suis très convaincue sur la question. Cela doit dire, par exemple, quand je prends le cas du groupe, pas du groupe, quand je prends le cas de l'artiste Cécimé, pour faire de la publicité, par exemple, elle n'a pas d'identité? Bien sûr qu'elle en a. Et c'est quoi son identité? Mais elle chante en fond déjà. Et ça dépend suivant les sons, suivant sa cible, suivant le travail qu'elle veut faire. Elle a plusieurs influences, Cécimé. Elle peut chanter du bon, par exemple. Je ne sais pas, je connais bien sûr, elle a fait un de ses sons où elle a fait des rythmes. Mais c'est pas forcément, c'est pas parce que il faut pas qu'elle fasse ça seulement. On sait que Cécimé est béninoise et elle parle fond. Il y a des, par exemple, dans la rue. Bon, parlons de codes. Il y a des codes, par exemple. Quel est le code de Cécimé? Vous n'êtes pas en train de comprendre ce que je dis. Je ne dis pas que... C'est vraiment ça le problème. Je parle d'un ensemble de traits par lesquels on pourrait identifier les Béninois. Okay. Je ne dis pas que les artistes ont des codes qui les définissent. Ok, d'accord. Ok, donc, par exemple, dans la rue, les codes dont je parle, c'est quoi? Dans la rue, souvent les gens disent il peut faire un son comme ça, parler français dessus, exporter le son. C'est des codes béninois. C'est directement ça vient de chez nous. Donc, les gens seront réfléchis. Déjà, il y a des sons béninois. Je côtoie des Gabonais, il y a des sons béninois. Ils chantent ça, ils chantent en fond. Mais ils ne comprennent pas peut-être. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de publicité, donc j'évite de citer le nom. Oui, oui, c'est vraiment intéressant. Je peux vous donner beaucoup d'exemples de gens qui influencent directement par la culture, par la façon de faire béninoise. Ne vous inquiétez pas, je n'ai même pas envie d'inviter la DRP ici. Mais est-ce que vous ne constatez pas quand même qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est en voulant copier l'extérieur ou en voulant tenir compte de ce qu'ils voient sur les chaînes internationales, que c'est comme ça qu'ils peuvent évoluer et du coup ils laissent ce qui leur est propre. Je ne parle pas forcément des rythmes de chez nous, ce dans quoi ils se sentent à l'aise et par quoi ils sont influencés. Ils délaissent ça pour suivre autre chose qui n'est peut-être pas ce dans quoi ils se sentent à l'aise. Ok. Bon, je dirais que c'est le propre de... C'est malheureux, mais c'est le propre de beaucoup de jeunes artistes qui se lancent dans le métier. Même certains vieux, si je peux dire. Bon, disons qu'ils ne peuvent pas faire la chose des autres mieux qu'eux. Et c'est... Bon, j'aimerais que tu reprennes la question, s'il te plaît, parce que d'accord, donc ceux qui se sentent à l'aise dans un registre donné, mais qui pensent que parce que les autres évoluent ou parce qu'à l'international, sur les chaînes internationales, dans les festivals, on voit telle ou telle personne émerger, ce qui veut dire que je dois laisser mon identité pour copier son style à lui. Ah, ça dépend des objectifs de l'artiste, surtout si il maintient un peu d'originalité de ce qui fait le béninois qu'il est, s'il maintient les rythmes et puis les codes dont je parlais tout à l'heure, il peut s'adapter pour toucher de nouveaux marchés parce que là où peut-être il va, les gens ne sont pas forcément réceptifs à ce qu'il faisait. Donc, il peut toujours s'adapter, aller vers ces marchés-là. C'est pas se travestir. J'ai une question pour nos chers amis téléspectateurs, c'est ce qu'ils attendent dans le réponse. Bien sûr. Quels sont alors les défis de la musique béninoise sur le marché international? Parce que c'est vraiment ça. Surtout, je pense que c'est, à vrai dire, la base de tout, c'est l'investissement. Je pense que culturellement, franchement, il n'y a qu'à écouter un peu, il n'y a qu'à tourner, il n'y a qu'à parler un peu aux gens. On a tellement de choses à apprendre, à mettre dans la musique, à montrer aux gens. Je pense même que plusieurs musiques du monde sont influencées par... La world music, comme vous par les rythmes béninois. J'ai lu ça quelque part. Même Angélique Kidjo dit ça dans les télés internationales. Donc, apparemment, Angélique Kidjo, c'est votre... Bon, pas spécialement. Vu qu'elle est à l'international, il faut bien que je la regarde pour savoir ce qu'elle dit. D'accord, ce financement, oui, voilà, financement, il doit venir d'où? La base, par exemple au Nigeria, on parle d'identité culturelle.
Le Nigeria, on écoute tous les sons nigérians, mais est-ce que vraiment ils ont une identité culturelle? C'est une question qu'on va poser sûrement sur un prochain plateau, parce que l'heure du journal est vraiment sacrée. Mais avant de vous laisser partir, Jennifer Sativi, je pense que je vous retrouve demain dans Horizon Culture pour parler de la... Ce sera une surprise, Marcel. Ah d'accord, ok. Déjà, il faut que les téléspectateurs sachent que ce sera des groupes de musiciens. Okay, c'est cela. On va aborder un thème très important qui touche les groupes de musique. Pas forcément la musique elle-même, mais voilà. Il faut amener du Agbaja. Ah, Marcel, si j'amène Agbaja, cette fois-ci, vous allez danser. Merci beaucoup à vous, Jennifer Sativi. Nous allons retourner à la rédaction pour le journal. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Une personne sur deux est atteinte du diabète dans le monde sans le savoir. Aujourd'hui, 14 novembre, la communauté internationale sensibilise l'opinion publique sur le mal. Le CEFOR 2019 prend fin sur de bons auspices. Le CITEF survivra, mais il devra s'adapter au numérique qui devient incontournable. C'est la bonne nouvelle issue de la rencontre de Cotonou. Comment lutter contre la discrimination des enfants handicapés? Quelles sont les dispositions prises pour qu'ils jouissent de tous leurs droits? Une spécialiste des droits des enfants handicapés nous apporte des éclaircissements. Bonsoir à tous. On vous l'annonçait hier, l'avenir du CITEF était hypothéqué, mais il y a eu plus de peur que de mal. La décision ayant sonné le glas du CEFOR 2019 est le maintien du CITEF avec néanmoins un nouveau visage, puisqu'il faut désormais s'adapter au numérique qui avance à pas de géant. Cette nouvelle a été accueillie à grandes acclamations par les médias membres de la structure. Quel va être le nouveau visage du CITEF? Que va impliquer le changement de cap donné au Conseil international des radios et télévisions d'expression francophone? Suivons ce reportage pour le savoir. C'était l'enjeu le plus important au démarrage de cette 24e édition du séminaire de formation. Après 3 jours de conclave, le CEFOR 2019 ne sera pas la scène de meurtre du CIRTEF. Il n'était pas exclu qu'on en arrive à la dissolution du CIRTEF. On a même envisagé à un moment changer de nom. Fort heureusement d'ailleurs, les organismes m'ont dit le CIRTEF c'est un label, il ne faut pas changer d'acronyme, c'est quelque chose de déjà connu. Et donc, véritablement, il faut poursuivre dans la même lancée. Déjà, je peux vous dire qu'en sortant de cette salle, le CIRTEF, non seulement il n'a pas été dissous, mais il a été préconisé de le relancer. Une relance synonyme de refonte totale. L'objectif est clair, le CIRTEF doit reprendre du poil de la bête. Il faut redéfinir les objectifs. Il faut repréciser le rôle des centres. Il faut redéfinir des axes d'action et des lignes hiérarchiques avec une distribution des responsabilités différentes. Ce qui signifie, grosso modo, qu'on oublie le mode de fonctionnement avec des centres spécialisés, mais qu'on redéfinit le rôle non plus des centres, mais des sites en fonction d'une thématique particulière. Par exemple, nous aurons un pôle formation, nous aurons un pôle numérique et nous aurons un pôle bureau d'études. Et le but, c'est quand même d'éviter aux membres qui font évoluer leurs organismes de faire les mêmes erreurs que ce qui a déjà été fait ailleurs. Ce changement de cap permettra à l'association de se maintenir en vie, surtout après la perte d'un peu plus de 47 millions de francs CFA de financement annuel, ceci à cause de la démission de certains membres et pas des moindres. Vous avez France Télévisions, vous avez TV5 Québec, vous avez la télévision suisse et vous avez Radio-Canada qui ont décidé donc de partir.
parce qu'ils estiment que la vision actuelle, la démarche actuelle impulsée au niveau du CIRTEF ne convient plus à leurs attentes. Et nous avons déploré ce départ. Eh bien, on fera avec ceux qui sont là. Et là, je pense que la question des cotisations est centrale. Très peu de pays sont à jour de leurs cotisations et ça n'est pas admissible. Une prise de conscience est inéluctable pour la survie du CIRTEF. Être à jour dans ses cotisations permettra à la structure d'atteindre ses objectifs. Le CIRTEF mène des activités pour favoriser les échanges d'images entre le Sud et le Nord, la sauvegarde des archives, les coproductions et l'échange de programmes. Réduire considérablement la pauvreté, c'est aussi possible à travers la pratique du numérique. Des acteurs du monde du numérique se sont rencontrés pour échanger, exposer leurs idées et savoir-faire. Leur objectif est d'imposer l'usage du numérique dans le quotidien de tous afin de favoriser le développement socio-économique du pays. Malgré la croissance économique que connaît notre millénaire, marquée par un essor économique des pays industrialisés, les pays en voie de développement peinent à émerger. Ils continuent de sombrer dans le siècle de pauvreté. Le numérique est ici considéré comme le levier sur lequel les pays africains doivent agir pour se développer. Afrique numérique, ça c'est notre objectif. C'est de transformer l'Afrique en un marché économique numérique. Ça veut dire quoi? Ça passe par plusieurs étapes. Ça passe tout en regardant au niveau national, au niveau régional et au niveau continental. Au niveau national, exactement comme le Bénin a commencé à faire depuis 2016, c'est de mettre les jalons et les socles du développement en regardant les lois, en regardant la réglementation, en regardant aussi l'infrastructure de services universels. Tout ce que nous faisons, ça tourne autour de deux choses. C'est le service public et le service public. Et qui est au centre? C'est les citoyens. Ayant compris l'importance de ce que représente l'utilisation du numérique dans le développement d'une nation, ces étudiants n'ont pas voulu se faire compter ce rendez-vous du donner et du recevoir. Je suis en train de faire du reverse engineering sur un fichier pour essayer de voir comment le fichier est constitué. Nous sommes en train d'essayer de résoudre un challenge de type capture de flag. C'est-à-dire, il y a une communication que nous sommes en train d'analyser afin de déceler le mot-clé qui nous permettra de réussir notre épreuve. L'écosystème du numérique est cet outil qui réinvente les sociétés et donne un sens aux idées. Le numérique, en fait, se veut être un domaine inclusif à partir duquel, ou bien à travers lequel on peut comment on va dire, fédérer, voilà, toutes les parties prenantes, que ce soit les citoyens lambda, les autorités et les entreprises, et avec des solutions qui apportent des réponses précises et facilement applicables aux problématiques de nos populations, notamment la pauvreté par exemple. Le numérique est alors un outil d'émancipation, d'innovation et de sensibilisation. Il est perçu comme un vecteur capable de réduire la pauvreté en Afrique. Le diabète est un enjeu de santé publique majeur. Il touche plus de 400 millions de personnes dans le monde. La journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre de chaque année, réunit la communauté internationale autour d'une seule voix pour mobiliser et sensibiliser contre la pandémie. Quelles sont les causes et traitements du diabète? Amandine Anyamboso, Amitié Sagbidi. Vous avez une soif intense, des urines abondantes ou encore vous constatez un amaigrissement rapide. Eh bien, vous souffrez du diabète, une pathologie due à un excès de sucre dans le sang. Le diabète, c'est une maladie chronique caractérisée par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux élevé de sucre dans le sang. Et cela résulte soit d'un défaut de sécrétion de l'insuline par le pancréas ou bien d'un défaut d'action de l'insuline. Il existe plusieurs types de diabète, mais la forme la plus fréquente est le diabète de type 2. Il représente du moins 90% des cas de diabète. Aujourd'hui, il existe de nombreux facteurs qui exposent au diabète de type 2. Nous avons, c'est vrai, l'hérédité, nous avons l'âge avancé, déjà au-delà de 40 ans. Nous avons également l'existence
d'antécédents familial du diabète. Lorsqu'on a un parent qui a un diabète dans la famille, on est exposé au risque de développer plus tard un diabète. L'existence d'antécédents personnels de diabète gestationnel, c'est-à-dire de diabète découvert pour la première fois au cours d'une grossesse. L'existence également chez la femme d'une macrosomie fœtale, c'est-à-dire lorsqu'une femme accouche d'un bébé dont le poids de naissance est supérieur ou égal à 4 kg, cette femme est à risque de développer plus tard un diabète. Aujourd'hui, avec le changement du mode de vie, la malbouffe et la sédentarisation, le diabète de type 2 se développe de plus en plus chez les enfants. Heureusement, des traitements existent et se font en 2 étapes. Le premier volet est celui qui est d'ailleurs primordial, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Le traitement donc consiste en l'adoption d'une alimentation équilibrée, peu riche en glucides, en lipides et puis en sucre. Voilà. Et toujours dans ce même volet, nous avons la pratique d'une activité physique régulière, au moins 30 minutes, 5 jours sur 7 dans la semaine. Le deuxième volet comporte les médicaments. Les médicaments viennent en renfort aux mesures hygiéno-diététiques. Les patients diabétiques qui viennent à nous n'ont pas tous le même traitement. Et les médicaments sont prescrits en fonction donc, du taux de sucre dans le sang, des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées au diabète. Modifier ses habitudes de vie permet de prévenir, ou du moins de retarder l'apparition du diabète. Et un diabétique peut être un malade en bonne santé. Tous les enfants du monde sont censés jouir des mêmes droits sans distinction aucune. Malheureusement, dans nos sociétés, les enfants handicapés sont le plus souvent victimes des discriminations et de jugements sociaux. Pourquoi les enfants handicapés sont-ils marginalisés et quelles sont les dispositions prises pour faire profiter aux enfants en situation de handicap leurs droits? Élément de réponse dans cette interview réalisée par Joseph Bonquet d'Otou. Un enfant, d'abord, c'est un enfant. Une personne est une personne, devrait jouir de tous les droits fondamentaux, mais parce qu'il ne juge pas de ces droits qu'il y a eu la Convention relative aux droits des personnes handicapées au niveau des Nations Unies, et le Bénin, parce que le Bénin l'a ratifié, le Bénin également a pris une loi pour protéger. Ce n'est pas de nouveaux droits. Vous savez, en fonction du handicap, certains sont appelés dans le milieu Torosu, Torolou, et même avant, on les laissait partir, une certaine forme d'infanticide qui ne dit pas son nom. Et quand ils ne sont pas partis, quand ils sont restés, on les cache. Donc ça, c'est la plus grande forme de discrimination. C'est de ne pas leur donner le droit de vivre, de ne pas leur permettre d'être épanouis et d'être un membre de la famille. Chaque enfant, handicapé et non handicapé, doivent apprendre et grandir ensemble dans l'école de son quartier, avec ses frères et sœurs et ses amis non handicapés. Mais pour cela, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut d'abord former les enseignants, il faut voir les infrastructures, il y a l'accessibilité physique, mais aussi l'accessibilité au niveau de l'information. Il faut revoir aussi le programme, et quand ils vont commencer à composer, il faut compenser par même temps. Mais tout est prévu dans cette loi-là. Tout est prévu. Et si cette loi, qui malheureusement n'a pas encore de décret d'application, si cette loi de 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, dans tous ces articles, tout est fait pour que la personne handicapée puisse vivre partout. Et grâce à ça, on aura ici au Bénin une société inclusive. Et en résumé, je dis souvent qu'une personne handicapée n'est pas un objet de pitié, mais un sujet de droit. Donc tous les droits de l'homme pour toutes les personnes handicapées. Actualité hors de nos frontières, au Togo, l'exécutif adopte son budget pour l'exercice 2020. Le budget de l'État est attendu en ressources et en charges à 1466,2 milliards de francs CFA, selon le compte-rendu du Conseil des ministres du mercredi 13 novembre 2019, une hausse d'environ 6%. Selon les projections de Lomé, l'économie devrait tourner à plein régime en 2020.
Au Kenya, les défauts de paiement sur les emprunts hypothécaires ont explosé en 2018. Dans un contexte économique difficile pour de nombreux ménages du Kenya, le remboursement des créances devient de plus en plus difficile. L'encours des créances douteuses dans le secteur des prêts hypothécaires a atteint 38,1 milliards de shillings kenyans à la fin de l'année 2018 et représentait 17% des crédits accordés dans ce segment de l'intermédiation financière. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à vous, Relais Soutan, pour la présentation du journal. Eh bien, amis téléspectateurs, on installe le tout dernier plateau de ce grand rendez-vous, c'est bien sûr Nature et Bien-être. Le diabète, mieux vivre avec le mal, c'est bien sûr le thème que nous allons aborder ce soir avec Yasmine Damata et son invité. Mais avant, on suit ce reportage réalisé par Yasmine elle-même et on revient après. C'est une maladie chronique qui se traduit par un taux élevé de sucre dans le sang. Le diabète, une maladie qui touche autant le nouveau-né que l'adulte. Deux grands types de diabète, donc le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le type 1, c'est le diabète de l'enfant et de l'adolescent, par opposition au diabète de type 2, qui est plus le diabète de l'individu qui est adulte. Et si le type 1, c'est une maladie qui est dite auto-immune, c'est-à-dire que les cellules du corps se retournent contre le corps, aboutissant donc à une destruction du pancréas. Le diabète de type 2 est quant à lui plus lié aux modifications du mode de vie, notamment l'alimentation, trop grasse, trop riche, le manque d'activité physique. Selon la Fédération internationale du diabète, 425 millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde en 2017. À l'instar du monde et très particulièrement en Afrique, on a une augmentation de la prévalence des patients diabétiques. Nous avons un taux de plus de 4%. Si on ramène ça à l'échelle de 10 millions d'habitants, ça fait à peu près plus de 400 000 patients qui seraient diabétiques. C'est énorme. La situation est donc on a de plus en plus de patients diabétiques qui ont de moins en moins de moyens de se prendre en charge. Avec l'évolution du mal, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alerte. Le diabète pourrait être la 7e cause de décès dans le monde. Toutefois, un traitement existe pour réduire le taux de décès. Le diabète est une maladie dangereuse qui tue plus d'un Béninois par an. Eh bien, c'est une maladie, mais avec l'avancée de la science, il est démontré que l'on peut mieux vivre avec le diabète. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir ma chère Betoho. Comment allez-vous? La pleine forme toujours. Tout en couleur. Eh bien oui, comme vous. Très belle quand même. Merci. Et avec vous sur ce plateau, Dr François Djolo. Bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien. Et les patients? On essaye de leur faire mieux se porter. Merci de vous en occuper. Je rappelle que vous êtes endocrinologue, diabétologue, c'est bien ça? C'est bien cela. Yasmine Damata, bonne nouvelle pour ceux qui souffrent du diabète. Je l'espère, on le saura tout à l'heure avec le professeur. Bonsoir mes téléspectateurs. Bonsoir professeur Djolo. Bonsoir madame la journaliste. Comme nous, vous avez suivi le reportage et nous voudrions bien savoir quels sont les différents types de traitements qu'on peut apporter aux diabétiques. Alors, les types de traitements ont été annoncés dans le reportage. Le traitement est fonction du type de diabète que le sujet présente. Mais il y a un fond commun à tous les traitements, c'est ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire un mode de vie sain. Okay. Un mode de vie sain, ça contient l'alimentation, donc une alimentation équilibrée, et puis une activité physique régulière. Ça, c'est le fond commun à tous les types de diabète. Okay. Et maintenant, en fonction du type, on aura à faire des injections d'insuline ou à donner des comprimés. On vous a dit tout à l'heure, ce qu'il y a de plus important comme diabète, c'est le type 2.
Ça représente à peu près 90% de l'ensemble des diabétiques. Ouais. Et donc c'est celui-là qui pose problème et qui est en évolution avec une tendance épidémique. On vous a dit tout à l'heure, dans le monde, en 2017, c'est 425 millions. Oui. Mais les projections disent que si rien n'est fait pour limiter la progression, en 2045, on sera à 629 millions. Mais pourtant, il y a un traitement. Il y a un traitement. Le traitement n'est appliqué que quand la maladie est là. OK. Ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il faut prévenir le mal. Il faut prévenir le mal. Comment prévenir alors le mal? Alors, parlons d'abord des traitements dont vous avez parlé. OK. Un type 1, comme on vous a dit, c'est comme si le sujet n'a plus la substance qui permet d'utiliser l'insuline, qui permet d'utiliser le sucre. Le sucre, oui. Et donc, il faut lui apporter l'insuline. Le type 1, le traitement obligatoire, ce sont les injections d'insuline en dehors des mesures que nous appelons hygiéno-diététiques. Alors que dans le type 2, rien que les mesures hygiéno-diététiques peuvent suffire pour contrôler la maladie. OK. Voilà. Donc c'est plus simple pour celui qui a le diabète de type 2. Il lui suffit juste de suivre une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, de faire un peu de sport et il peut vivre longtemps. Il peut vivre longtemps si cela suffit. Si cela ne suffit pas, on complète cela par des traitements qui vont décomprimer et avec l'évolution peut arriver jusqu'à l'insuline. Donc si je comprends bien, le diabète de type 2 qui est le plus dangereux... Non, il n'y a pas de diabète plus dangereux que l'autre. Ok, d'accord. Ils sont tous... Mais il y a plus de patients qui font le diabète de type 2. Et il y a plus de patients qui font le diabète de type 2 et la progression en population du diabète de type 2 est inquiétante. Et au Bénin, nous sommes à peu près combien de personnes? Alors, c'est surtout cette progression-là qui inquiète. Les premières enquêtes sérieuses menées au Bénin, c'était en 2001. OK. La proportion de la population souffrant de diabète était de 1,1%. Donc, disons un Béninois sur 10. Okay. En 2008, quand on a refait le même type d'enquête, cette progression était déjà à 2,6%. Cette proportion, je dirais, c'est à 2,6%. Ça fait donc près de 3 Béninois sur 10. Et la plus récente, qui a eu lieu en 2015, la proportion, c'est de 6,5%. Wow. Ça évolue à chaque fois. Donc, plus de 6 Béninois sur 10 présentent le diabète. Mais le drame, c'est que on peut être diabétique et ne pas le savoir si on ne fait pas les analyses. Et dans cette enquête, on s'est rendu compte que seulement un Béninois sur 4 diabétiques sait qu'il est diabétique. Or, quand on ne sait pas, on ne traite pas et ça peut conduire à des complications graves. Donc, un diagnostic très tôt est l'idéal pour prévenir déjà le diabète. Voilà. Mais ce que je veux bien comprendre, j'insiste, c'est qu'il y a un traitement. Oui. Celui qui fait le diabète de type 1, celui qui fait le diabète de type 2, il a la possibilité de vivre longtemps avec son mal. Mais pourtant, il y en a qui décèdent, beaucoup décèdent de ce mal. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, vous voyez, le diabète, c'est une maladie chronique. Ouais. Et le diabète de type 2 surtout, c'est une maladie très chronique. OK. Et je vous ai dit tout à l'heure, on peut être diabétique et ne pas savoir. Parce que le diabète, ça ne donne pas mal au ventre, ça ne donne pas mal à la tête. Pour qu'il y ait des manifestations, il faut que le taux de sucre dans le sang soit à un certain niveau. Or, sans être à ce niveau, ça crée déjà beaucoup de dégâts. Il n'y a aucun signe et pour détecter le diabète? Les signes pour détecter que le diabète arrivent quand le taux de sucre est déjà très élevé. Or, avant d'atteindre ce taux-là, ça crée déjà des dégâts. Et c'est justement pour ça qu'on insiste sur le dépistage du diabète. Et j'ai entendu le reportage tout à l'heure, on a cité un certain nombre de facteurs de risque. Oui. Quand vous avez ces facteurs de risque, à partir d'un certain âge, on dit à partir de 40 ans à peu près, il faut que vous fassiez dépister chaque année. Chaque année? Oui. S'il n'y a pas d'anomalie. À partir de 40 ans. Mais quand le sujet est plus jeune, à quelle fréquence? Non, en principe, un sujet jeune qui n'a pas d'antécédents, qui n'a pas de facteur de risque, il faut à chaque occasion de maladie tester
le diabète, même si ce n'est pas le diabète. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mieux vivre avec le mal? On peut mieux vivre et vivre longtemps avec le mal, à condition Lesquels? de bien se traiter. Bien se traiter, ça veut dire quoi? On a parlé des mesures génodiététiques. Et puis on a parlé des médicaments. Oui. Et quand on se traite, il faut évaluer le traitement pour voir si le traitement marche, si ça va bien ou pas. Quand on n'a pas de signes, ça ne veut pas dire que tout va bien. Et donc, en se surveillant de cette manière-là, pour avoir un diabète, disons, très bien équilibré, on réduit les risques de complications et donc on réduit le risque de mortalité. Donc, pour bien vivre, il faut bien prendre en charge son diabète. Et justement, c'est là le danger. Vous savez que pour les journées, la journée mondiale du diabète, on prend toujours un thème. Il y a un thème qu'on a pris cette année qui court depuis l'année dernière. C'est l'importance de ce thème-là. Oui. Pour dire, prévenir le diabète. Pour prévenir le diabète, si on a la famille qui est au courant, les membres de la famille sont au courant, si quelqu'un présente un signe bizarre, on peut attirer son attention pour permettre de vite dépister, donc précocement, donc de prendre ça en charge précocement. Mais docteur Drolo Yasmine, si vous le permettez, la prise en charge du diabète, parce que chaque fois qu'on parle de prise en charge, moi je vois le côté coût. Oui, absolument. Est-ce que la prise en charge du diabète est accessible à tous les Béninois, à toutes les bourses? Et justement, c'est par rapport à cela que certains organismes dans les pays pauvres viennent en aide aux diabétiques. Okay. Alors, dans les pays pauvres, on peut avoir les moyens de commencer le traitement, mais il peut y avoir des périodes où on n'a pas du tout d'argent. On n'a pas les moyens. Et là, ça fait des ruptures dans le traitement. Et ça, ce n'est pas bien pour le suivi. Donc, ça revient cher, quoi qu'on dise. Parce que c'est toute la vie qu'il faut se traiter. Donc, même quand c'est un petit prix au départ, avec la durée, ça revient cher. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la cherté de la prise en charge qui fait que beaucoup décèdent? Je ne dirais pas que c'est la cherté du traitement. C'est disons, c'est le fait de ne pas comprendre la maladie. Okay. Ouais. Parce que si on comprend la maladie, on peut mieux s'en occuper et on peut vivre plus longtemps. Mais est-ce que la prise en charge se fait dans tous les hôpitaux ou bien il y a des hôpitaux spécifiques, spécialisés dans la prise en charge du diabète? Il y a des hôpitaux spécialisés dans la prise en charge du diabète. Mais le diabète peut se prendre en charge dans tous les hôpitaux parce que tous les médecins apprennent à soigner le diabète quand il n'y a pas de complications. Maintenant, si dans les hôpitaux périphériques, on est en train de soigner un diabétique et qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas, en ce moment, il faut les référer aux hôpitaux de référence pour améliorer la prise en charge. D'accord, c'est ça. Je veux bien que le docteur nous donne quelques conseils, à nos populations pour vivre longtemps avec le mal. Oui, on parle d'avoir une hygiène alimentaire, mais une alimentation équilibrée. Quelques conseils déjà, parce que nos populations, il y en a qui ne comprennent pas et qui mangent tout ce qu'ils veulent. L'alimentation équilibrée, ça passe par quoi? Alors, l'alimentation équilibrée, disons que d'une manière globale dans notre alimentation, en général chez nous, il y a trop de sucre et il y a trop de graisse. Quand on dit sucre là, ce n'est pas les morceaux de sucre que nous mangeons. C'est ça. Tout ce que nous mangeons comme féculents, tout ce qui est consistant que nous mangeons, c'est du sucre. Ça se transforme en sucre pour être utilisé par l'organisme. Donc déjà, à ce niveau, il faut savoir se limiter. Mais on ne peut pas dire de façon générale, c'est ça que vous allez manger. Parce que le régime est fonction de chaque personne. Je donne un exemple. Oui. Vous êtes journaliste. Oui. si vous avez le même type de repas qu'un docker du port, vos quantités ne seront pas les mêmes. Si vous mangez la même quantité que le docker, vous allez avoir des maladies, vous allez avoir le diabète, lui ne l'aura jamais. Donc, on ne peut pas dire, voilà la quantité que vous devez manger. Non, il faut que chacun s'adresse à son médecin ou à son diététicien pour se faire établir un régime.
Je crois que c'est sous ce conseil qu'on va inviter nos téléspectateurs à suivre un bon régime alimentaire, se référer à son spécialiste pour vivre longtemps avec la maladie. Merci beaucoup à vous, Yasmine Damata, pour ce bon plateau. Également, merci à vous, Dr François Drolo. Je rappelle que vous êtes endocrinologue et diabétologue. Merci pour avoir partagé toutes ces informations avec nous. Eh bien, moi, je vais vous dire tout simplement, suivez votre conseil de votre médecin et alimentez-vous bien. C'est déjà un pas pour lutter contre le diabète. Le grand rendez-vous, nous sommes en train d'égrener les dernières minutes ou secondes, je vais dire. Mais avant de vous quitter, je vais vous laisser la citation après ce tour d'horizon. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur. Vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, pour votre attention et pour votre fidélité. La citation de ce soir dit ceci: « Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. » Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. C'est une citation de Confucius. Eh bien, c'est sur cette citation que je vous dis tout simplement merci de nous avoir suivis. Le grand rendez-vous, c'est encore demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.